مرحبا بكم الولاد. كيما عودناكم نجيبوا لكم the best of the best. مش نطول عليكم اليوم، باش جبت لكم une pointure en matière des méthodes quantitatives. سي محمد هنيد. باهي ما نطولش عليكم، نحن ديما نبداو انكدوت صغيره. قبل انا كنت نعمل شويه سبور ما نفسع اكسيتيرا، وشكون باش يفسر لي الريشيرش اوبيراسيونيل؟ نمشي لسي محمد نعيط له محمد 90 دقيقه في اكزرسيس. تو انا باش نحكي باش خليه هو تكتشفوه في 90 دقيقه يعمل لي. نبداو ليكزرسيس شابيتر 1 نكملوا بيه حتى يمشي للشابيتر 5. اكزرسيس واحد. هذه قوه لا بيداغوجي، وباش تكتشفوا الشيء هذا ما نطولش عليكم ياسر. تفضل سي محمد، ما نعرفش باش تحكي لهم على جماعه لي شوسي اكسيتيرا. هات عليك باترون. دونك باش نكمل نصوروا. انا خلينا نشوفوا. ميرسي خالد. ce que tu as dit c'est un peu exagéré mais bon. لا الحقيقه يا سيدي باش يكتشفوا. اخوي اسمعني، هما باش يكتشفوا على رواحهم ومن بعد نحكيو. Donc bon, la capsule pédagogique est destinée principalement pour tous les étudiants qui ont un cours de recherche opérationnelle et spécialement les étudiants de l'IHEC. Bon, la recherche opérationnelle qui m'attafou, c'est un ensemble d'outils et de méthodes, de techniques mathématiques donc, qui permettent de résoudre des problèmes concrets au sein de l'entreprise. Donc, l'objectif de la recherche opérationnelle, c'est une prise de décision optimale. Donc, ça c'est l'objet de la recherche opérationnelle. Bon, elle se base sur des techniques, bien évidemment, c'est des techniques mathématiques. Donc, les techniques mathématiques, c'est des techniques d'optimisation. D'accord? Donc, en fait, il y a deux grandes étapes en recherche opérationnelle. La première étape, c'est la formulation, donc comment on peut traduire un problème réel mathématiquement, à partir d'un modèle mathématique. Et la deuxième grande étape, c'est la résolution. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus les techniques de résolution. Donc, les techniques de résolution des programmes linéaires, parce que le problème mathématique avec mon programme linéaire. Donc, en fait, il y a deux techniques de résolution. Donc, ça, la technique graphique, donc, qui est très simple et qui s'applique pour les programmes linéaires, les PL, qui ont deux variables de décision. Où il y a une technique qui est plus générale, qui s'appelle la méthode de simplex, et qui est utilisée pour les programmes linéaires qui ont deux variables et plus, même 5, 6 variables, d'accord? Donc voilà, donc on va commencer par la résolution graphique. Donc on a pris ici un PL à deux variables, donc ici c'est un PL de minimisation de coût. Donc il y a deux variables x1 et x2. Donc ici on trouve quatre contraintes, donc quatre contraintes fonctionnelles et une contrainte de positivité des variables. Donc on va essayer de résoudre ce problème mathématique graphiquement. Bon, ici il y a la contrainte de non-négativité des variables, donc c'est-à-dire qu'on travaille dans le cadran positif ici. Donc pour résoudre ce PL, donc on va commencer par tracer les droites qui représentent les contraintes fonctionnelles. Donc la méthode est la suivante, elle est très simple. Donc ici on a inférieur ou égal, donc il suffit de mettre égal donc, pour avoir la droite, et après on cherche le demi-plan qui est correspondant, puisque l'inégalité c'est un demi-plan. Donc lorsque je mets x1 égale à 7, ici x1 égale à 7, x1 égale à 7, donc ça sera la droite ici qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et d'abscisse égale à 7. Donc ça c'est D1. Voilà. Donc la deuxième contrainte ici, x2 égale à 10. Donc ça sera une droite. Donc ici x2 égale à 10, c'est ce point-là. Donc ça sera la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, et d'ordonnée égale à 10. Ok? Voilà, donc ici, la troisième contrainte, 6x1 plus 5x2 égale à 60. Donc, la méthode, elle est très simple. Donc, j'annule une variable et je tire la valeur de l'autre variable. Donc, je mets ici x1 égale à 0. Si x1 égale à 0, donc ici, on trouve x2 égale à 60 sur 5. x2 égale à 6. Donc, si x1 égale à 0, x1 égale à 0,
x2 égale à 12. 60 sur 5, c'est 12. Donc, c'est ce point-là. OK? Donc, ensuite, j'annule x2. Donc, x2 égale à 0. Donc, si x2 égale à 0, x1 égale à 60 sur 6, c'est 10. Donc, x1 égale à 10. Ça, c'est le point x1 égale à 10, x2 égale à 0. Donc, ici, j'ai x1 10, x2 12. Donc, par 2 points passe la droite. Donc, je peux tracer la droite facilement. Voilà, c'est cette droite-là qui est des 3. OK? Donc, de la même manière, ici, la quatrième contrainte, je mets x1 plus x2 égale à 8. Donc, si x1 égale à 0, x2 égale à 8. Ici, x2 égale à 0, x1 égale à 8. Donc, ça sera la droite qui passe par les deux points. Donc, 8, 8. Je trace la droite et j'aurai des 4. Donc, une fois que j'ai tracé les droites, donc maintenant, il faut déterminer les demi-plans. Parce qu'en fait, inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal, les inégalités représentent des demi-plans. Et l'ensemble des solutions qu'on cherche, c'est l'intersection de ces demi-plans. Donc ici, j'ai 4 demi-plans en fait, 4 demi-plans qu'on va chercher, et on va faire l'intersection des 4 demi-plans pour avoir l'ensemble des solutions réalisables. Bon, voilà, donc on va revenir aux contraintes une par une. Donc ici, x1 inférieur à 7. Donc ici, c'est la droite de 1. x1 inférieur à 7, l'ensemble des points où x1 est inférieur à 7 se situe à gauche de la droite. Donc ça, c'est l'ensemble des points réalisables. C'est l'ensemble des solutions qui vérifient la première contrainte. x2 inférieur à 10. Donc ici, c'est la droite x2 égale à 10. x2 inférieur à 10, l'ensemble des points dont l'ordonnée est inférieure à 10 se situe au-dessous de la droite. C'est ici. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, j'ai le premier demi-plan, le deuxième demi-plan, donc le troisième demi-plan, ici, 6x1 plus 5x2 inférieur à 60, cette droite D1, en fait, il y a deux demi-plans, soit le demi-plan inférieur ou bien le demi-plan supérieur. Donc ici, il est évident que c'est le demi-plan inférieur qui vérifie la contrainte, parce que si je prends n'importe quel point ici, et je remplace, je trouve que la contrainte est vérifiée. Donc si je prends 1, 1 par exemple, 6 fois 1 plus 5 fois 1, ça fait 11, 11 est inférieur à 60, donc le demi-plan qui vérifie, c'est le demi-plan qui est inférieur à la contrainte. Donc c'est ce demi-plan qui vérifie. Donc la quatrième contrainte maintenant, donc c'est celle-là, des 4. Voilà, la quatrième contrainte, des 4. Donc il y a deux demi-plans, soit le demi-plan inférieur ou supérieur. Donc il est évident que c'est le demi-plan supérieur qui vérifie, parce que si je prends le point 1, 1, il ne vérifie pas la contrainte, puisque 1 plus 1 égale à 2 n'est pas supérieur à 8. Donc c'est le demi-plan supérieur qui vérifie la contrainte. Donc en total, on a 4 demi-plans, donc je vais les répéter très rapidement. Donc le premier demi-plan se situe D1 à gauche, le deuxième demi-plan inférieur, le troisième demi-plan D3 inférieur et le quatrième demi-plan qui est supérieur. Donc on doit se concentrer un peu et avec un peu d'imagination, bien sûr. Donc on peut déterminer que l'intersection des 4 demi-plans se situe à ce niveau-là, au niveau de, bien sûr, de cet ensemble-là. Voilà. Donc ça, c'est l'intersection des 4 demi-plans. Le premier demi-plan, le deuxième demi-plan, le troisième et le quatrième. Donc, on peut, avec un peu d'imagination, bien sûr, déduire que c'est l'ensemble des solutions réalisables, ou bien, tout simplement, on peut hachurer, si ce n'est pas très évident, donc on peut hachurer les 4 demi-plans par des couleurs différentes, et on peut avoir cet ensemble-là, donc qu'on va nommer A, B, C, D et E. Donc cet ensemble A, B, C, D, E, ça sera l'ensemble des solutions réalisables. L'ensemble des solutions réalisables, une solution réalisable, c'est-à-dire une solution qui vérifie toutes les contraintes
du programme linéaire. Ça, c'est un ensemble des solutions réalisables. Donc, n'importe quel point qui se situe à l'intérieur de cet ensemble-là ou sur la frontière vérifie toutes les contraintes du programme linéaire. Donc, maintenant, on a les solutions réalisables et on cherche, nous, la solution optimale. Qu'est-ce que la solution optimale? En fait, c'est la solution qui est réalisable. Elle doit être réalisable, bien entendu, mais en plus, elle doit minimiser la fonction objective, puisque si on minimise les coûts. Donc, parmi cet ensemble de solutions-là, on doit chercher la solution. Il y a une seule solution, le plus souvent, une seule solution qui minimise la fonction objectif. D'accord? Donc, pour ce faire, donc une fois j'ai déterminé les sommets de l'ensemble des solutions réalisables, il suffit de calculer les coordonnées de chaque point sommet, d'évaluer la fonction objectif en ce point sommet et de déduire, bien sûr, la solution optimale, puisqu'il est évident qu'une solution optimale ne peut pas se situer à l'intérieur de l'ensemble des solutions réalisables, puisque si on se situe à l'intérieur, il y a toujours une autre solution juste au-dessous ou bien juste à côté qui minimise le plus la fonction objective. Donc, toujours on regarde la frontière de l'ensemble des solutions réalisables et plus précisément les sommets de cet ensemble des solutions réalisables. Voilà. Donc, maintenant les sommets, c'est le point A. Donc le point A, les coordonnées sont évidentes ici, c'est un point qui se situe sur l'axe. Les coordonnées c'est 0, 8. Donc 0, x1, 8, x2. Donc 0, x1, 8, x2. Donc je remplace les valeurs de x1 et x2 dans la fonction objectif ici. Donc c'est 2 fois 0 plus 3 fois 8, ça fait 24. D'accord? Donc le deuxième point B, il est évident et on peut le lire directement. Donc 0, 10, 0 x1, 10 x2, 0, 10, je remplace ici. 2 fois 0 plus 3 fois 10, ça fait 30. Voilà. Voilà, donc on passe maintenant le point C maintenant. Donc le point C, en fait, il a le x2 qui est évident ici, puisqu'il se situe sur l'axe x2 égale à 10. Donc ici, on met x2 égale à 10. D'accord? Donc reste à déterminer le x1. Donc x1 ici, il ne faut pas faire de projection parce qu'on risque de faire des erreurs. Ici, l'échelle n'est pas très précise. Donc ce qu'il faut faire, c'est que on peut remplacer dans cette droite-là D3. Donc, puisque C, le point C appartient également à la droite D3. Donc, la droite D3, c'est 6x1 plus 5x2 égale à 60. D'accord? Donc, c'est 6x1 plus 5x2 égale à 60. Puisqu'on sait que c'est x2 égale à 10, d'accord? Donc, on peut tirer facilement x1. Donc, ici, c'est 50. Je passe de l'autre côté. Donc, ça fait 60 moins 50, 10. 10 sur 6. 10 sur 6, c'est 5 sur 3. Donc, x1 égale à 5 sur 3. D'accord? Donc, les coordonnées du point C, ça sera 5 sur 3, 10. 5 sur 3, 10, je remplace de la même manière dans la fonction objectif. Ça sera 2 fois 5 sur 3, plus 3 fois 10. On trouve 100 sur 3, qui est à peu près 33,33. D'accord? Voilà, on passe au quatrième point, au quatrième sommet qui est D ici. D. Donc D, de la même manière, on peut lire son abscisse puisqu'il se situe sur l'axe, c'est 7. 7. Voilà, donc le D, x1, son x1 égale à 7. Le x2, l'ordonnée, puisque D appartient à D3 également, à droite D3, donc il suffit de remplacer avec un x1 égale à 7. Maintenant, avec un x1 égale à 7, je tire le x2. Donc 6 fois 7, c'est 42. Je passe de l'autre côté, ça fait 18. 60 moins 42, ça fait 18. Donc x2 égale à 18 sur 5. OK? Voilà. Donc x1 égale à 7, x2 égale à 18 sur 5. Donc je remplace maintenant ces deux dans la fonction objectif, les coordonnées dans la fonction objectif. Donc ça fait 2 fois 7 plus 3 fois 18 sur 5.
Donc tout calcul fait, on trouve 124 sur 5 qui est égal à 24,8. Voilà, donc le dernier point, c'est exactement de la même manière. Donc c'est le point E. Le point E ici, donc l'abscisse c'est 7, donc x1 égale à 7. Et le point E appartient à la droite des 4. La droite des 4, c'est celle-là, c'est x1 plus x2 égale à 8. Donc si x1 égale à 7, donc x2 égale à 1, bien sûr. Donc ça fait 7, 1. Ok? Donc 7 et 1. Donc je remplace de la même manière. Donc ça fait 2 fois 7 plus 3. Donc ça fait 17. Donc et ainsi on a fait le recensement de tous les sommets. Donc déjà c'est la méthode de recensement des sommets. Donc ici on cherche à minimiser la fonction objective. Donc on va choisir le point pour lequel C est minimum. Donc ici la valeur de C, on a 24, 30, 33, 24 et 17. Donc 17, c'est la valeur minimale de la fonction objective. Et donc E, ça sera la solution optimale. Donc E, c'est la solution optimale. Donc E est la solution optimale. x1 étoile, je mets étoile pour indiquer que c'est la solution optimale. x1 étoile égale à 7, x2 égale à 1, c étoile égale à 17. Donc ça, c'est la solution optimale. Donc on l'a trouvé grâce à la méthode graphique qui est très simple en fait. Donc il suffit de faire le recensement des sommets. Donc il ne faut surtout pas faire de projection concernant les sommets. Donc il faut toujours essayer de faire l'intersection des droites, parce que chaque point sommet c'est l'intersection de deux droites dont on connaît les équations. Donc on peut tirer facilement les coordonnées de chaque point. Et voilà, donc on obtient la solution optimale. Donc on peut la compléter la solution en déterminant la nature des contraintes, d'accord? Donc puisque j'ai la valeur de la solution optimale, donc ici si x1 égale à 7, si je regarde ici la contrainte, x1 étoile égale à 7, si x1 égale à 7, j'ai 7 et 7, donc il n'y a pas d'écart, d'accord, entre les deux, donc il n'y a pas d'écart, donc l'écart égale à 0, puisque le premier membre égale au second membre, donc l'écart de la contrainte égale à 0. Donc c'est l'écart de la première contrainte, on va le noter E1 étoile. E1 étoile égale à 0, d'accord? Et la contrainte est dite saturée, elle est saturée, c'est-à-dire qu'elle est... c'est-à-dire elle est saturée, donc il n'y a pas d'unité disponible s'il s'agit d'un problème de production par exemple, ou bien de matières premières, ou bien de ressources disponibles, pas de ressources disponibles. Donc la contrainte est saturée. De la même manière, pour la deuxième contrainte ici, je remplace par la valeur à l'optimale x2 égale à 1. Si j'ai 1 de ce côté-là et 10 du second membre de la contrainte, donc il est évident que l'écart égale à 9. D'accord? Puisque x2 plus e2 égale à 10. Donc 9, donc j'ai 1 ici et 10 ici, l'écart égale à 9. Donc e2 étoile égale à 9. Et dans ce cas-là, on a une quantité de ressources qui est disponible et la contrainte est appelée une contrainte marginale. D'accord? C'est une contrainte qui est marginale. Donc la troisième contrainte, de la même manière, donc je remplace la valeur des variables de décision à l'optimale. Donc j'aurai 6 fois 7, 42. 42 plus 5, ça fait 47. Donc j'ai 47 de ce côté-là et 60 de l'autre côté. Donc l'écart égale à 13. Donc il y a un écart de 13. Donc E3, l'écart de la troisième contrainte, appelé E3, qu'on va appeler E3, égale à 13. Si l'écart est strictement positif, c'est marginal, la contrainte est dite marginale. Donc la quatrième contrainte et dernière, 7 plus 1, je remplace, 7 plus 1 égale à 8. Donc j'ai 8 de ce côté et 8 de ce côté, donc il n'y a pas d'écart disponible. Donc E4 égale à 0 et la contrainte est dite saturée. Donc voilà, ça c'est un exemple très simple de la résolution graphique. Donc je répète, la résolution graphique, on l'utilise lorsqu'on a deux variables de décision principalement, d'accord? Et on doit faire très attention dans la détermination des demi-plans, inférieurs ou bien supérieurs. Donc l'idéal c'est de toujours choisir un point,
remplacer ces coordonnées à un point qui est simple, 1, par exemple, ou 2, qui est simple. Donc je remplace, si la contrainte est vérifiée, c'est le demi-plan qui contient, qu'on cherche. Et si elle n'est pas vérifiée, c'est notre demi-plan. Et ainsi, on peut déterminer l'ensemble des demi-plans et faire l'intersection de tous les demi-plans pour déterminer l'ensemble des solutions réalisables. Après, il suffit de recenser les sommets de cet ensemble de solutions réalisables. Si le PL, c'est un PL de minimisation, on prend la valeur minimale. Si, par contre, c'est un PL de maximisation, de profit, par exemple, on prend la valeur maximale. D'accord? Voilà, donc ça c'est la méthode graphique. Donc je vous invite à travailler d'autres exemples avec la même méthode et la même logique. Voilà. Donc maintenant on va aborder la deuxième technique de résolution qui est en fait la plus intéressante et la plus générale. Parce que la méthode graphique elle est simple et se base uniquement sur des PL à 2 variables de décision. Donc, la méthode la plus importante, c'est la méthode de simplex. La méthode de simplex, elle se base sur, et elle est utilisée lorsqu'on a plusieurs variables de décision, 2 ou plus. Donc ici, on va commencer par un exemple où il y a 3 variables de décision. Donc, x1, x2, x3. Et voilà, donc on a un problème de maximisation avec 3 variables et 2 contraintes fonctionnelles. Donc, voilà, donc la première étape pour appliquer la méthode de simplex, c'est d'écrire ce PL-là, ça c'est un PL, c'est un programme linéaire, sous la forme standard. Ça, c'est la forme standard. Qu'est-ce que la forme standard? C'est une forme où les contraintes sont de type égalité. Et pour avoir l'égalité, c'est très simple, on fait appel aux variables d'écart, d'accord? Soit en ajoutant ou en retranchant les variables d'écart qu'on obtient les égalités. Donc, dans ce cas-là qui est simple, donc, on va ajouter des variables d'écart puisque la contrainte est de type inférieur ou égal. Donc en fait, si la contrainte est de type inférieur ou égal, donc il est évident qu'on ajoute un écart pour avoir l'égalité avec un écart qui est positif, on l'a vu. Par contre, si la contrainte est de type supérieur ou égal, donc je vais retrancher un écart positif, mais après, on doit ajouter une variable artificielle pour avoir l'égalité. Et si la contrainte est de type égalité, j'ajoute une variable artificielle et je laisse l'égalité. Donc, voilà. Donc, nous, on est dans le premier cas où toutes les 2 contraintes sont de type inférieur ou égal. Donc, je vais ajouter une variable d'écart. Donc, les variables d'écart n'ont pas un impact sur la fonction objectif. On les a introduites juste pour avoir l'égalité. Et donc, les coefficients des variables d'écart dans la fonction objective sont toujours nuls. C'est toujours 0 fois E1, 0 fois E2. Donc c'est toujours un plus 0 fois 1, plus 0 fois E2. Voilà. Donc j'ai ajouté les variables d'écart, plus E1, plus E2. J'ai mis 0, 0, parce que, bon, en fait c'est un 0. Mais pour la méthode de simplex, chaque variable doit avoir un coefficient dans la fonction objective. C'est pour cette raison qu'on met 0 fois 1 et 0 fois E2. Donc j'ai 3 variables et 2 de décision, c'est les variables principales, et 2 variables d'écart positives. D'accord? Voilà, donc ça c'est la forme standard. Donc la méthode de simplex, en fait, démarre avec la forme standard. Donc cette forme standard, elle est traduite par un premier tableau de simplex, puisque la méthode de simplex, elle se base sur des tableaux. D'accord? Elle se base sur des tableaux et chaque tableau en fait correspond à une solution du programme linéaire. Et la logique, c'est bien sûr d'aller d'une solution à une autre jusqu'à ce qu'on aboutisse à la solution optimale. Donc voilà, donc la méthode de simplex,
Elle se base sur des tableaux, appelés des tableaux de simplex, et on va faire le tour de l'ensemble des solutions réalisables pour avoir la solution optimale. Bon, le point de départ, comme on a dit, c'est la forme standard. L'algorithme, la méthode de simplex démarre toujours avec les valeurs nulles. C'est-à-dire que j'annule les variables de décision qui sont x1, x2, x3 et je tire la valeur des variables d'écart dans la contrainte. Donc si je mets x1 égale à x2 égale à x3 égale à 0, ici on trouve E1 égale à 9. Si je mets x1 égale à x2 égale à x3, E2 égale à 15. D'accord? Donc toujours c'est l'origine, c'est on annule les valeurs des variables de décision et je tire la valeur des variables d'écart. Il est évident que la valeur de la fonction objectif à ce niveau-là est nulle, z égale à 0, puisque ici c'est 0, ici c'est 0, donc le total égale à 0. Donc ça c'est le point de départ. Ça, c'est ce qu'on appelle la solution réalisable de base initiale. C'est une solution réalisable, bien sûr, de base et initiale, donc avec laquelle on va commencer. Donc les variables de base, toute solution en fait réalisable de base elle se décompose des variables de base et des variables hors base. Donc les variables de base, comme leur nom l'indique, c'est les variables les plus importantes de base, c'est les variables strictement positives. Et les variables hors base, hors calcul, c'est les variables nulles. Donc ici, les variables de base, c'est toujours des variables strictement positives, et les variables de base, c'est des variables toujours nulles. Donc dans notre cas ici, donc on a deux variables de base qui sont E1 et E2, puisque E1 égale à 9 ou 2 égale à 15, et trois variables hors base, nulles, x1, x2, x3. Donc j'ai la solution initiale. Donc maintenant on va passer au tableau. Le premier tableau de simplex, donc il va se présenter de cette manière-là. Donc je vais mettre ici VB variable de base, je mets les variables de décision principales, on les appelle les variables principales, et puis les variables d'écart à la suite, et ici la quantité, d'accord? La base ici, ça c'est la base. Nous, on a déterminé les variables de base. On a dit c'est E1 et E2. Donc E1, E2. Donc ici, toujours le nombre de variables de base est égal au nombre de contraintes. Ici, j'ai deux contraintes, deux variables de base. Si j'avais trois contraintes, trois variables de base, cinq contraintes, cinq variables de base. Pour chaque contrainte, il y a une variable de base. Donc pour la première contrainte, c'est E1. Pour la deuxième contrainte, c'est E2. D'accord? Donc, E1 égale à 9, E2 égale à 15. D'accord? Voilà. CI, en fait, c'est les coefficients de ces variables-là qui existent dans la base, dans la fonction objectif. On a dit que les coefficients, c'est 0, 0 et 0. Donc E1 a un coefficient 0, E2 a un coefficient 0. Ici, on met les coefficients au-dessus des variables, de ces variables-là, on met les coefficients dans la fonction objectif, ici. Donc j'ai 1, ici c'est le coefficient 1, 9, 1, 0, 0. 1, 9, 1, 0, 0. Ça c'est E2, bien sûr. D'accord? Voilà. Donc ici, CJ et delta J, je vais mettre ici ZJ et delta J de cette manière-là. Bon, ici maintenant je remplis le tableau très facilement, donc j'ai le vecteur de x1, toujours dans la forme standard, c'est le point de départ. Donc x1, le vecteur de x1 c'est 1 et 3. 1, 3. 1, 3. x2 c'est 2, 2. 2, 2. x3, c'est 1, 2, 1, 2. E1 maintenant, la variable E1, c'est 1, coefficient 1, et ici c'est un 0, bien sûr, puisque E1 n'existe pas, donc c'est 1, 0. Et E2, c'est l'inverse, c'est 0, 1, puisqu'elle n'existe pas dans la première contrainte.
et elle existe avec un coefficient 1 dans la deuxième contrainte. Bon, ici maintenant je vais présenter la technique très rapidement, comment on calcule les ZJ qui est une étape intermédiaire et les delta J qui sont les plus importants ici. D'accord? Donc c'est très simple, ZJ, je fais 1 fois 0 plus 3 fois 0. Je vais obtenir un 0 bien sûr. D'accord? En fait on va obtenir les zéros ici partout, puisqu'on a 2 zéros ici. Mais juste pour montrer la technique, c'est de cette manière. Donc 2 fois 0 plus 2 fois 0. 2 fois 0, 0, plus 2 fois 0, c'est un 0. 1 fois 0 plus 2 fois 0, 0. 1 fois 0 plus 0 fois 0, c'est un 0. 0 fois 0 plus 1 fois 0, c'est 0. Bon, en fait, après le delta J, ce delta J, en fait, c'est CJ moins ZJ. Ça, les CJ moins les ZJ qu'on vient de calculer. D'accord? Donc, je fais 1 moins 0, c'est 1. 9 moins 0, c'est 9. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. Et 0 moins 0, c'est un 0. Voilà. Donc ici, j'ai le premier tableau de simplex, ici. Donc c'est un tableau qui est déduit et qui traduit la forme standard du programme linéaire. Voilà, donc ici, il y a une caractéristique très importante. Donc une caractéristique qu'on va trouver d'une variable de base dans n'importe quel tableau de simplex. La variable de base a toujours, dans n'importe quel tableau, des coefficients 1 et 0. Ici, dans le tableau, une variable de base, c'est toujours 1 et 0. Elle prend 1 dans l'intersection et 0 ailleurs. Je m'explique. Ici, E1, c'est une variable de base. Si c'est une variable de base, E1 avec E1, la ligne et la colonne, l'intersection, on doit trouver 1. 0 ailleurs, c'est-à-dire 0 dans l'autre contrainte, dans l'autre ligne. Ici, on avait plusieurs lignes et ça sera 1, 0, 0, par exemple, d'accord? E2, c'est une variable de base, donc obligatoirement, on doit avoir 1 ici, dans l'intersection entre E2 et 2, 1, 0 ailleurs, dans l'autre ligne, ou dans les autres lignes. Voilà. Et un delta J nul, toujours. E1, c'est une variable de base, on doit avoir un 0 ici. E2, c'est une variable de base, on doit avoir un 0 ici. D'accord? Ça, c'est une règle de base dans les tableaux de simplex. Si on trouve autre chose, c'est faux. Si je trouve moins 1 ou 2 ou une autre valeur, c'est faux. Donc déjà, c'est une méthode... donc on peut vérifier les calculs avec cette caractéristique-là. Voilà. Ça, c'est une première solution. Donc il est évident que cette solution n'est pas optimale parce que, bien sûr, z égale à 0. Voilà comment je lis le tableau de simplex. Ça, c'est la base. Voici la base. La solution, c'est E1 égale 9. E2 égale 15. Je lis ça sur les quantités. Ce sont des variables de base. E1 égale à 9, E2 égale à 15. Ce sont des variables de base. Les autres variables n'existent pas dans la base. Elles ne sont pas dans la base. Donc automatiquement, elles sont nulles. On a dit les variables normales sont nulles. Donc x1 égale à x2 égale à x3 égale à 0. Et donc z égale à 0, on retrouve la solution initiale. En fait, c'est la même chose, juste comment je lis le tableau. D'accord? Donc z égale à 0. Donc ici, on doit passer à un autre tableau, puisque ici c'est nul. Toutes les variables de décision sont nulles ici. S'il s'agit d'un problème de production, je ne produis rien, je ne transporte rien, il n'y a rien, le profit est nul. Donc je dois produire. Il faut que l'une des variables hors base devienne une variable de base pour que z augmente. D'accord? Pour que le profit augmente. Donc je dois passer à un autre tableau. Donc pour passer à un autre tableau, il y a deux règles. Donc la première règle, on détermine toujours, la première étape, c'est la variable entrante. La variable entrante, dans un problème max, comme dans notre cas ici, la variable entrante, c'est la variable qui a le plus grand delta J
le plus grand delta J strictement positif. Donc, je cherche le plus grand delta J, c'est 9 ici, c'est la variable en 30. D'accord? Pourquoi je prends le plus grand delta J? Parce qu'en fait, le delta J, qu'est-ce qu'il mesure en fait? Le delta J mesure l'impact sur la fonction objectif, l'impact sur Z. Puisqu'on cherche à maximiser Z, donc je dois choisir la variable qui a le plus grand delta J. D'accord? Donc il est évident ici, lorsque je mets delta J de x1 égale à 1, cela veut dire quoi? Ce delta J là, si je l'interprète, cela veut dire que si x1 augmente d'une unité, Z va augmenter d'une unité monétaire. Ça, c'est l'impact. Et ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que maintenant, x1 égale à 0. Si on passe de x1 égale à 0 à x1 égale à 1, le profit va augmenter d'une unité, bien sûr, puisque la fonction objectif, c'est max z 1 fois x1 plus 9x2 plus 1x3. D'accord? Donc, de la même manière, delta j de x2 égale à 9, c'est-à-dire que si x2 augmente d'une unité, z va augmenter de 9 unités monétaires maintenant. Donc, parce que x2 maintenant, elle est égale à 0, si elle passe de 0 à 1, le profit va augmenter de 9 unités, puisqu'on va faire 9 fois 1. On avait 9x2, 9 fois 0, maintenant on va faire 9 fois 1, donc le profit va augmenter de 9. Voilà, donc delta J de x3 égale à 1, donc c'est-à-dire que si x3 augmente d'une unité, le profit va augmenter d'une unité monétaire. Donc, puisqu'on cherche à maximiser, on va choisir le 9. Donc, x2, c'est la variable en 30. Si x2, c'est la variable en 30, cette colonne-là, on va la tracer, on l'appelle la colonne pivot. C'est une colonne sur... pivot, c'est-à-dire on va faire le pivotage en se basant sur cette colonne-là. Donc, variable en 30. Donc, maintenant, s'il y a une variable qui va entrer, il y a une variable qui va sortir, bien évidemment. Donc, on va déterminer la variable sortante. Donc, deuxième étape. Variable sortante. Donc la variable sortante, c'est très simple. Le ratio test le plus petit. Donc ici, je vais ajouter une autre colonne ici à la fin. RT, ratio test. Comment on va déterminer ce ratio test? On va diviser la colonne quantité sur la colonne pivot qu'on a déterminée. Donc je vais mettre 9 sur 2. C'est le 2 de la colonne pivot. Donc 9 sur 2, c'est 4,5. Et ici, 15 sur 2, c'est le 2 de la colonne pivot, toujours. 15 sur 2. Et on choisit le ratio test le plus petit. Ici, c'est 7,5, ici, c'est 4,5. Donc c'est E1. Donc c'est cette variable qui va sortir. C'est cette ligne-là qui va sortir. Ce qui est la ligne pivot. Voilà. C'est E1 qui va sortir. Et vous voyez qu'on a déterminé une variable en 30 et une variable sortante. Donc ça, c'est la ligne pivot. Et ça, c'est une ligne quelconque, disons. D'accord? Donc, on a déterminé, donc x2, c'est une variable en 30. Et E1, c'est une variable sortante. Voilà, donc on va passer maintenant. Donc j'ai la ligne pivot, la ligne quelconque. L'intersection entre ligne et colonne, ça donne le 2. Ce 2-là, on l'appelle le nombre pivot. Nombre pivot. NP. Nombre pivot. Nombre pivot, c'est l'intersection entre la ligne et la colonne pivot. Voilà, c'est très simple. Donc, je détermine la variable entrante, plus grand delta J positif. Je détermine la variable sortante en calculant le ratio test. Je divise quantité sur la colonne pivot qu'on a déterminée.
je prends le ratio test le plus petit, donc ça sera la ligne pivot, la variable sortante. Donc j'ai déterminé la variable entrante et la variable sortante, d'accord? Donc x2 entrante, e1 sortante. Donc si x2